Le président de la République est arrivé aujourd'hui à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Ibrahim Boubacar Keïta aura des échanges sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la sécurité. Devoir de mémoire, le 10 janvier 2013, la localité de Konna, en 5e région, tombait aux mains des djihadistes. Les forces armées maliennes sur la plateforme de Sévaré ont reçu un coup dur avant de se relever plus tard. Une année après, la vie socio-économique se porte bien. La 3e édition du championnat d'Afrique des Nations débute demain à Cape Town, en Afrique du Sud. Le Mali effectue son entrée dans la compétition à 19h contre le Nigeria. À la veille de cette compétition, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les jeunes et le moral est bon. Voilà pour les titres. Nous sommes vendredi 10 janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Je l'annonçais à l'instant, le président de la République est depuis ce matin à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Ibrahim Boubacar Keïta est accompagné de son épouse, de plusieurs membres du gouvernement, des opérateurs économiques et des notables. Dans l'agenda de ce voyage présidentiel, des échanges sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'économie. Le président de la République visitera également plusieurs infrastructures de développement. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré, Dembawan, Brema Koulibaly. 21 coups de canon à l'aéroport international de Nouakchott pour souhaiter la bienvenue au président de la République, accompagné de son épouse et d'une très forte délégation. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le couple présidentiel mauritanien. Ibrahim Boubacar Keïta entame ainsi sa toute première visite officielle dans ce pays ami du Mali. Et cela mérite tous les honneurs. Le président de la République saluera ensuite le corps constitué mauritanien et celui du Mali résidant dans ce pays. Et juste après, les deux chefs d'État se sont dirigés vers le salon d'honneur où Ibrahim Boubacar Keïta accorde une première déclaration à la presse. Nous avons tout en commun. La géographie, l'histoire, l'anthropologie, l'héritage historique. Beaucoup de choses qui nous font obligation de cheminer ensemble. Dans un monde où la solidarité entre les peuples est plus que jamais requise pour affronter les multiples défis auxquels nos différents pays font face. Singulièrement, en ce qui nous concerne, nous, pays de la zone sahélienne. Et nous voir, nous rencontrer, échanger, convenir de politiques communes, et je crois de très bonne aloi, est la meilleure chose que nous puissions faire au profit de nos peuples. Ce don de bien bonne grâce, vous le voyez d'ailleurs, mon visage sur moi, reflète ma pensée profonde, ce que je ressens en foulant ce sol béni du Mauritanie. Les deux présidents ont ensuite eu un tête-à-tête à la résidence du palais présidentiel. Un entretien élargi une demi-heure après aux membres du gouvernement des deux pays. Durant ces 72 heures, il sera donc question de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'économie. Justement, sur ce dernier point, le chef de l'État s'est déplacé avec plusieurs opérateurs économiques. Cette visite de travail et d'amitié conduira Ibeka à l'intérieur du pays, notamment à Nouadhibou et à Chami, où il visitera plusieurs chantiers de développement. Autre visite cette fois-ci au Mali, c'est la coopérative maraîchère de Samankou qui a reçu aujourd'hui la visite de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a pu apprécier les aménagements opérés et a discuté avec les responsables de la coopérative. Suivons le compte-rendu de cette visite avec Alousseni Touré et Adama Kamara. La directrice générale du FMI a vu les réalisations, écouté les producteurs et apprécié positivement les efforts accomplis. Je suis très impressionné par l'exploitation, je suis impressionné par la coopérative, je suis très
satisfaite de voir que c'est un site qui emploie à la fois des hommes et des femmes. Je suis impressionnée par la qualité des productions. On nous a remis à Madame le ministre de l'économie et à moi-même un gros panier de légumes. Donc c'est une production très diversifiée, de grande qualité et qui repose sur des intrants biologiques. La création de cette coopérative maraîchère résulte d'une initiative des autorités maliennes d'organiser la filière en la préservant de la pression foncière et démographique d'une part et d'autre part de la précarité dans laquelle vivaient les producteurs maraîchers. Nous avons 100 hectares ici. Et sur les 100 hectares, nous avons 220 producteurs qui sont installés et chaque producteur a un quart d'hectare équipé d'une maisonnette pour mettre les outils de travail à l'abri. Et lui-même, s'il y a des intempéries, il peut se mettre à l'abri. D'un coût d'environ 100 millions de francs CFA, la coopérative de Samanco a permis de caser 200 producteurs sur les milliers qui peuplent le périurbain de Bamako. Le ministre du Développement rural, qui avait à ses côtés son homologue de l'économie et des finances, a plaidé pour une agriculture moderne et productive. Le périmètre maraîcher exploité par la coopérative des maraîchers de Samanco est en soi l'expression des innovations, des idées et d'autres engagements à travailler à la modernisation de l'agriculture et à sa transformation progressive. On est toujours sensible aux besoins d'équilibrage des finances publiques des États membres du FMI. Ensuite, le choix de la dépense publique, c'est le choix de l'État et donc de son gouvernement. Donc ça, ces programmes d'investissement, de développement, même s'ils sont discutés avec nous, c'est la responsabilité du gouvernement. Le Mali peut compter sur l'appui du FMI, ça c'est sûr. Gageons que cet élément contribue à donner une bonne visibilité des efforts déployés par les autorités maliennes. Après le monde des coopératives, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est intéressée à l'école. C'est pourquoi elle a visité le groupe scolaire de Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Au cours de ce déplacement, Christine Lagarde a rappelé aux élèves et à leurs encadreurs les valeurs du travail. Les détails avec Garibou Pérou. Il est 15h moins 20 minutes, la patronne du FMI franchit la cour du groupe scolaire de Torokorobougou. Christine Lagarde a été accueillie par Adam Aïdara de la 10e année et Oumou Sidibé de la 5e année avec honneur. Issue de l'univers économique, la directrice générale du FMI a montré qu'elle a des compétences pédagogiques, interrogeant les élèves, les écoutant et leur répondant dans une certaine mesure afin de mieux comprendre leurs conditions de travail. Madame la directrice, votre visite d'aujourd'hui, consacrée à une école de notre pays et à cette étape si particulière de la vie de notre nation, non seulement nous honore, mais également nous renforce dans notre détermination à bâtir, sous la direction de nos autorités, une école de l'excellence au Mali. Mes 1467 camarades et moi, à l'occasion de ce grand jour du 10 janvier 2014, de prendre l'engagement devant vous, au nom de tous mes camarades, de bien travailler pour faire du groupe scolaire de Torokorobougou l'un des plus performants du Mali. La réponse de Christine Lagarde est claire. Les apprenants cachent des potentialités impressionnantes. Il revient donc à l'encadrement de s'investir davantage. Un message aux jeunes enfants, aux jeunes tout court qui sont élèves dans cet établissement, c'est qu'ils aient confiance, c'est qu'ils étudient, c'est qu'ils travaillent. Parce que c'est par l'éducation, par l'information, par la formation qu'ils arriveront à se dépasser, à être toujours meilleurs. La reprise économique du FMI au Mali est réelle. Cette visite de la directrice générale peut être considérée comme un bon signe pour l'issue du débat sur la crise de l'école malienne. Il reste à en dégager des lignes de conduite beaucoup plus efficaces et bénéfiques. Christine Lagarde a au cours de cette visite reçu respectivement des notables et des élèves de Torokorobougou un panier de ménages et une toile de la cartographie malienne symbolisant l'unité nationale.
Des jolis cadeaux. Nous étions venus en amis, en partenaire au Mali. Nous repartons encore plus en amis et en partenaire de votre pays. Ce sont là les propos de la directrice générale du FMI en fin de visite dans notre pays. Avant de quitter Bamako, Christine Lagarde a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a réaffirmé le soutien de son institution au Mali. Pour la patronne du FMI, le Mali dispose d'atouts nécessaires pour redresser son économie. Elle a souligné que l'objectif des autorités maliennes est d'atteindre 6,6% comme taux de croissance en 2014, Mohamed Diarra. La crise de 2012 a affecté les résultats économiques du Mali, fragilisant du coup le taux de croissance qui tournait autour de 5%. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Par rapport à ça, quand il y a eu la crise, on est sorti avec un écart négatif mais inférieur à ce qu'on avait pensé. On est sorti avec un écart de 0,4%. Et nous pensons que dans le contexte que le Mali a connu, c'était vraiment un exploit. Pour 2013, ce que nous voyons, c'est que les perspectives seront de l'ordre de 5,1%. Aujourd'hui, le Mali dispose d'énormes potentialités pour redresser son économie. Il faut simplement les exploiter. C'est le premier enseignement que la directrice générale du FMI tire de sa visite de 72 dans notre pays. Par ailleurs, le FMI s'engage à soutenir la feuille de route fixée par le Premier ministre. Elle s'articule autour de la bonne gestion des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance, entre autres. Des objectifs qui cadrent bien avec les orientations du FMI. Pour parvenir à une meilleure mise en exécution de cette feuille de route, la conférencière propose. Les investissements publics doivent être accrus. Augmentation des revenus. Réforme dans la gestion des finances publiques. Modification graduelle du régime des subventions à l'énergie. L'investissement privé doit jouer tout son rôle. Les discussions et autres échanges que la directrice du FMI a eu au Mali lui a permis de tirer la conclusion que le Mali a besoin d'un espace budgétaire pour réaliser les investissements. Dégager de l'espace budgétaire, ça veut dire collecter la manne fiscale qui est due par les entreprises. La deuxième réforme qui nous paraît importante, c'est également tout ce qui concerne la bonne gestion des finances publiques et à laquelle Madame le ministre et son Premier ministre sont extrêmement attachés. Toutes les mesures relatives à la bonne dépense publique. Et ça passe par un certain nombre d'assainissements, de vérification de la chaîne des achats, de la chaîne de la dépense, la bonne gestion de la dette. Dernier élément concernant les subventions à l'énergie en particulier. On s'aperçoit à l'examen que les subventions qui sont accordées de manière générale sont aujourd'hui supérieures au budget de la santé. Avec le retour des partenaires techniques et financiers et la confiance dont bénéficie le Mali, les perspectives sont bonnes. En 2014, nous espérons des perspectives de l'ordre de 6,6%. Il est important de noter que la croissance économique au Mali est fortement tributaire du secteur agricole, qui est également tributaire de la vulnérabilité climatique. Aucune question n'a été esquivée au cours de cette conférence de presse. Monsieur, votre question sur l'engagement de 0,7%. Je ne vais pas y répondre pour la raison très simple, c'est que je n'ai pas la réponse. Toutefois, le FMI poursuivra son assistance technique, son soutien financier et son conseil en matière de politique budgétaire et de réformes structurelles à notre pays. C'est sur cette note d'espoir que l'hôte du Mali a pris congé des journalistes. Hier, le gouvernement a offert un dîner à Christine Lagarde. On prit part à ce dîner plusieurs membres du gouvernement avec en tête le Premier ministre et plusieurs autres personnalités. À la fin de cette partie, il y a eu des échanges de cadeaux entre Christine Lagarde et le gouvernement malien à travers le ministre de l'économie et des finances. Voilà, c'était là un dîner offert à Christine Lagarde par le gouvernement de la République du Mali sous fond de la musique de Kora. Voilà, échange de cadeaux. Voilà, échange de cadeaux entre les deux personnalités. C'était hier lors du dîner offert par le gouvernement à l'hôte.
Le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires communique le Mawloud étant une fête légale au Mali. Les journées du mardi 14 janvier 2014, naissance, et du lundi 20 janvier 2014, baptême, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire. Cette année, la journée du Mawloud, baptême, lundi 20 janvier 2014, coïncide avec la journée de l'armée malienne qui est aussi une fête légale, donc double fête. Hors de nos frontières, le président centrafricain Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaï ont démissionné aujourd'hui à N'Djamena lors d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Des démissions motivées par la recrudescence de la violence à Bangui. Fatoumata Kone. Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaï entretenaient des relations notoirement mauvaises, contribuant à paralyser toute action publique face aux tueries à grande échelle en République centrafricaine. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, réunis au sommet depuis ce jeudi à l'initiative du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, ont pris acte de la démission du président et du premier ministre centrafricain. L'annonce de la nouvelle a suscité de la joie à Bangui. Nous, les Centrafricains, nous on souffre. Djotodia, il était venu avec les Séléka, il tuait beaucoup des hommes. Nous on souffre. Nous on en a marre avec Djotodia. Je suis très rassuré que, premièrement, les Sangarés sont là en place et je sais qu'il y aura le calme et la démission de Djotodia nous réjouit. Djotodia nous a amené la terreur. Et le pays est vraiment au bout de souffle. Le sommet se félicite de cette décision hautement patriotique pour une sortie du pays de la paralysie, selon le communiqué final du sommet. Plusieurs officiers et autres experts sont réunis depuis ce matin à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. C'est dans le cadre de la 10e réunion des chefs d'état-major et des chefs de services de sûreté et de sécurité de la 7e rencontre du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité, la sûreté et la sécurité. Pendant 4 jours donc, ils vont passer au peigne fin le rapport sur l'évaluation de la force africaine en attente et examiner les modalités pour la mise en place de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. C'est ce que nous signale notre correspondant Alassane Djombele depuis Addis. Devoir de mémoire, le 9 janvier 2012, les forces armées maliennes sur la première ligne à Konna ont livré une bataille rude pour freiner l'avancée des djihadistes. Un acte mal pris par l'international djihadiste qui a décidé de rendre la monnaie à l'armée malienne. Les acteurs de ces événements nous font ici le récit des 48 heures avant l'arrivée de la force Serval, Mariam Sagara. 9 janvier 2013, l'an 1 de la bataille de Konna. Ce jour-là, l'armée malienne a été mise à rude épreuve. C'était une armée ébranlée, fatiguée, qui faisait face aux assauts de l'international djihadiste. C'est à partir de la perte des régions nord que Sévaré est devenu une plateforme de regroupement pour les forces armées maliennes. Et l'esprit, c'était de reconstituer les forces à ce niveau. Et de l'autre côté, sur le fuseau ouest, au niveau de Djabali, afin de pouvoir remonter pour la reconquête de ces régions perdues. Malgré les échecs dans les 3 régions du pays, le commandant des forces opérationnelles s'est choisi une ligne infranchissable par l'ennemi avec ses moyens quasi inexistants. Et la montée en puissance a été effective, bien vrai que les moyens nous parvenaient de façon très très parcellaire et à un rythme suffisamment réduit à cause des ressources de l'État bien entendu, mais beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu des entraînements au niveau de Sévaré, des formations au niveau de Sévaré, au niveau de Sofara, au niveau de Banyangara même et au niveau de Konna. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a eu des tranchées qui ont été creusées à certains endroits à Konna et l'organisation des forces sur Konna était très avancée en réalité. Donc avec le peu qu'on avait, on pouvait faire quelque chose et c'est quelque chose que nous avons fait. La plateforme de Sévaré qui bloquait les issues à l'avancée de l'ennemi était composée de soldats qui avaient à cœur de se battre sur le feu les mains nues pour freiner la route aux djihadistes. Le général allemand von Kluck, qui commentait la bataille de la Marne de 1914, il disait ceci en substance, que des hommes se fassent tuer à la guerre, cela est une chose bien connue et escomptée dans tous les plans de bataille. Mais que des hommes, après avoir reculé pendant des jours,
que des hommes morts de soif, de fatigue, puissent reprendre le fusil et au son du clairon repartir à l'attaque, cela est une chose non ordinaire avec laquelle on n'a jamais appris à compter et une possibilité qui n'est jamais envisagée dans nos écoles de guerre. Du lot des combattants, quelques militaires se sont fait distinguer pour l'assaut final. Les commandos volontaires ont marqué un grand coup chez l'ennemi au cours des combats. C'est un groupe de militaires de tout grade et de toutes armes confondues qui n'avaient qu'un seul point focal, un seul point commun, une caractéristique commune, la volonté de se battre pour la patrie. Les chefs Assévarés étaient conscients du danger qui les menaçait. Cela n'a jamais arrêté leur ambition de remonter en puissance. On avait une idée de la capacité de cet ennemi. On ne donnera pas de chiffres, mais c'était des effectifs et des moyens nettement supérieurs à ceux qui se trouvaient à Konna et à Bandiagara. Nous le savions bien entendu, mais ce n'était pas une raison également d'abandonner. Nous, en fonction de ces menaces qui montaient, qui devenaient récurrentes, on a été déployé initialement dans un premier temps à Konna pour un séjour d'environ 3 mois, au cours duquel on a pu élucider toutes les menaces. On faisait des patrouilles à l'avant de nos dispositifs à environ 50-60 km pour montrer à l'ennemi que nous aussi on est là, marquer notre présence. On a été relevé le 29 décembre 2012 et le 9 janvier 2013, soit environ 10 jours, jour pour jour, il y a eu les combats de Konna. Avec les maigres moyens, les troupes à Konna ont livré un combat farouche contre les djihadistes. Konna a été rude pour les uns et les autres. Nous avons subi certes des pertes, mais le moral des troupes est très haut. L'appui feu donné par l'artillerie a permis essentiellement aux éléments de l'infanterie de reprendre facilement Dengaoura et Takutala. L'appui de l'artillerie et de l'aviation a permis à nos troupes de récupérer un certain nombre de véhicules abandonnés par l'ennemi parce qu'ils ont été surpris par la puissance de feu de ces BM-21 et notamment aussi par l'intervention de l'aviation. Avec la volonté et la détermination, les chefs Assévarés ont su remonter le moral de la troupe. Ce sont ces hommes qui ont affronté la première vague des djihadistes présents le 9. Nous sommes arrivés à Konna à 17h30. À 18h, les premiers obus ont commencé à tomber sur la ville. Toute la nuit durant, les combats, les obus n'ont pas cessé depuis la nuit. On a pu tenir nos positions. L'ennemi avait certes les coordonnées. Et on est juste parti d'un principe de base de conception des armes de l'artillerie. J'ai instruit à mes commandos volontaires de ne pas fuir face à des tirs d'artillerie. Il fallait affronter cette force qui venait. C'était, à notre avis, la première étape à tout. Après Konna et Djabali, ils pouvaient peut-être avancer, mais nous sommes persuadés que ça allait être relativement difficile, étant donné que ce terrain n'est pas forcément le leur. Il y a eu beaucoup d'éléments que nous avons perdus sur place. Et du côté ennemi, ce n'était pas à notre possibilité d'estimer les pertes. Cet affront à l'ennemi a exhorté l'international djihadiste à rassembler tous ces combattants du monde entier avec comme objectif d'anéantir les forces maliennes. Il y avait des soldats engagés à Sévaré. Pour le moment, nous ne parlons pas du côté de Djabali, mais c'était la même chose. Il y avait des soldats engagés, des soldats qui se disaient, mon colonel-major, mon commandant, qui disait à leur chef, c'est ici nous allons mourir. Et il y en a beaucoup qui sont morts à Sévaré comme ils l'ont dit. Il y en a qui sont morts à Djabali comme ils l'ont dit. Donc, le comment est peut-être un peu difficile à dire, mais c'est avec l'engagement de tous, avec la volonté de tous, de maintenir ce verrou que nous avons progressivement quitté Konna pour nous mettre encore sur la ligne du côté de qui. Et c'est à cette position que nous sommes restés. Malgré la grande menace, ces combattants sont restés. Cette résistance a freiné l'avancée des djihadistes jusqu'à l'avènement de Serval. C'était donc le 9 janvier 2013, 24 heures après, c'est-à-dire le 10 janvier 2013. Cette date a marqué également l'esprit de tous les Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les forces armées maliennes sur la plateforme de Sévaré ont reçu un coup dur à Konna, alors qu'on tombe le dispositif désorganisé et l'occupation totale de la moitié du pays. Les acteurs reviennent sur ces événements douloureux de notre histoire. Mariam Sagara.
Si les hommes du général Didier Dako ont bien tenu tête à la première vague des djihadistes le 9, le lendemain, ils ont dû faire face aux attaques sur tous les fronts de l'artillerie djihadiste. Dans la journée du 10, pendant que les instructions que nous avions données sur Konna étaient en train d'être mises en œuvre, c'est-à-dire réorganisation du dispositif pour faire face à l'ennemi, nous avons commencé à essuyer des tirs pendant que cette réorganisation était en cours, et essentiellement sur les 3 axes fondamentaux auxquels notre position de Konna faisait face. Au fur et à mesure que le combat continuait, l'international djihadiste augmentait en nombre et en logistique. Dans la journée du 10 que nous sommes persuadés de la disproportionnalité des forces qui venaient face à nous par rapport à nos propres forces qui étaient sur le terrain. Et c'est en ce moment, quand nous avons vu la persistance de l'ennemi à vraiment en découdre avec nos forces sur le terrain, nous sommes dit, voici le moment maintenant d'envoyer des renforcements. Et ce que nous avons fait. Ce jour-là, le courage des combattants maliens n'a pas suffi pour reprendre le dessus. Au crépuscule, l'ennemi a profité des incapacités nocturnes que l'armée malienne avait pour pilonner les positions dont ils avaient effectivement les coordonnées. Et toute la nuit durant, on était sous les obus de l'ennemi. N'eût été la réplique de les tirs de contre-batterie initiés par le capitaine Pascal, ça allait être très très rude. C'était un désarroi total chez les forces maliennes face à cette montée soudaine. Jusqu'à midi, nos hommes étaient en train de tomber, mais ils n'avaient pas encore abandonné. Jusqu'à 14h, j'allais dire, et je pense que c'est aux environs de 15h, avec le taux d'attrition, avec le nombre de blessés, le nombre de morts que nous avons eu, ça a commencé à avoir un effet moral dévastateur sur nos troupes. C'est dans l'après-midi qu'on s'est rendu compte que la force qui était en train de venir sur nous, le volume de force qui était en train de venir sur nous, avec leur persistance, avec les dimensions du front et la profondeur même des tirs, on a vite fait de nous rendre compte que c'est pas une attaque proportionnelle à la riposte que nous on pouvait offrir. Venant de partout sans crier gare, il était difficile, plutôt intenable pour l'armée malienne qui n'avait pas de moyens adéquats pour y faire face. Ça a été très difficile, parce que on ne s'attendait pas à ça d'abord, parce que nous sommes rentrés là-bas à Konna le mercredi. Donc le mercredi vers 17h, on a commencé à nous harceler d'abord. Bon, jusqu'à la nuit, on est essuyé des tirs. Bon, on est resté là-bas jusqu'à le matin à 6h, ça s'est aggravé. Tel que vraiment le combat était très dur, parce qu'on a fait des pertes. Les couteaux aussi, ils ont fait des pertes. Malgré les assauts répétés, le chef opérationnel tente de réorganiser ses dispositions de combat, et cela sans espoir. Étant donné que le volume de l'ennemi qui s'accroissait considérablement et puis de façon perceptible, nous sommes dit ce n'est plus une option de rester sur Konna. Il faudrait faire autre chose. Et quelle est cette autre chose? Nous sommes dit on déplace la ligne un peu plus au nord de Sévaré, en fait, un peu plus au sud de Konna. Et c'est en ce moment que nous avons dit bon, allez, on maintient la ligne sur Ti, qui serait vraiment dans un billard. Là, il n'y a pas de mouvement de terrain, il n'y a plus de barrière particulière. Et là, maintenant, on allait vraiment se livrer à un combat, à un coup d'arrêt, quoi. L'assaut final, sinon l'assaut fatal pour les combattants engagés, était imminent les prochains jours. On quitte ici, on va où? Il n'y a plus de lieu où aller. Donc c'est vraiment le dernier retranchement. Donc c'était l'esprit de se battre à mort en réalité. Donc on était dans cette option. À l'horizon, aucune lueur d'espoir. Dépourvus de tout, ils étaient là, prêts à les attendre. L'intervention salutaire de la France du président François Hollande a galvanisé les forces armées maliennes qui pataugeaient dans un bourbier infernal. Être tout à fait complet sur ce dossier, on l'a dit, c'est Konna qui a servi de point de départ à cette opération de libération de notre pays. Une année après, on constate que les activités socio-économiques et culturelles ont effectivement repris et les populations saluent le succès de l'opération Serval et le patriotisme de nos forces armées de sécurité. Reportage Yacouba Maïga depuis Mopti. Nous sommes à Konna, chef-lieu de la commune du même nom, à 55 km de Mopti. C'est dans cette ville où vivent 20 000 âmes que le 11 janvier 2013, des avions de chasse français
frappe les positions des groupes armés djihadistes, marquant ainsi le point de départ de l'opération Serval. Un an après, les populations se souviennent et saluent l'efficacité des troupes françaises. Si ce n'était pas la France, qu'on n'en aurait pas être là aujourd'hui. Damien Boiteux, on lui rend hommage. Le monsieur François Hollande, le président de la République de la France. On a retrouvé la paix, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, avec le Nord aussi bien qu'avec le Sud, et tout va bien aujourd'hui. L'opération Serval n'aurait pu être un succès sans la résistance farouche des forces de défense et de sécurité maliennes qui ont auparavant livré 2 jours de combat les plus meurtriers pour empêcher l'avancée de ces forces obscurantistes. L'appel que moi j'ai à lancer, c'est dire aux militaires d'être soudés, d'être des militaires au service de la nation. Et ce que j'ai à dire par rapport à la population, c'est toujours de soutenir son armée. C'est que la population n'a pas failli. Depuis Conan, la population a aidé vraiment son armée, a soutenu son armée. Si le jeudi, que d'aucuns appellent le jeudi noir, les djihadistes n'ont pas pu rentrer à Sévaré après l'attaque de Conan, c'est non seulement à cause de la résistance farouche que les forces armées ont opposée à l'ennemi, mais aussi et surtout le soutien de toute la population. Cette intervention de Serval nous a permis dans un premier temps de procéder à la montée en puissance de nos hommes sur le terrain, donc de réorganiser nos forces sur le terrain, et en un deuxième temps de procéder à la reconquête des zones sous occupation. Au regard de ces performances, l'espoir renaît aujourd'hui chez les populations qui s'occupent tranquillement et normalement de leurs affaires comme dans le passé. Aujourd'hui, quand même, à Konna, on peut dire Alhamdulillah, tout va bien ici. L'opération Serval a vraiment fait en sorte que l'immigration est revenue. Bon, toute la population a commencé à vaquer à ses occupations. Et comme on peut dire aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre comme par le passé. Si la situation sécuritaire est visiblement satisfaisante avec la reprise des activités sociales, économiques et culturelles, des inquiétudes demeurent quant à la présence des mines ou autres engins non explosés. Les éléments d'hygiène appuyés par nos partenaires de l'Action Mine et de l'Handicap International ont mis en place une équipe. Après la liberté retrouvée et le retour effectif à l'ordre constitutionnel, les regards sont désormais tournés vers le renforcement de la sécurité et la réconciliation nationale pour bâtir un Mali uni et prospère. Et puis, à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque de Konna et du processus de libération de notre territoire occupé par les groupes terroristes ennemis, le président de la République invite chaque Malienne et chaque Malien, selon sa religion et sa tradition, à organiser des séances de prière pour le repos éternel des martyrs de cette tragédie. Par la même occasion, il est demandé d'associer à nos implorations du Créateur sa grâce pour nos frères, amis et alliés dans cette guerre de libération, surtout ceux qui ont versé leur sang pour la reconquête de notre intégrité territoriale et notre dignité. Africa Scène Diffusion, en collaboration avec la mairie de Konna et les ressortissants de la localité, informe l'ensemble de la population malienne de la tenue de la première édition du Festival des Arts de la Culture de Konna pour la paix du 17 au 19 janvier 2014 sous le thème « Le prix de la liberté ». Dans le cadre des festivités de la paix, le comité d'organisation procédera à l'inauguration du monument Damien Boiteux le samedi 18 janvier 2014. Sur un tout autre plan, rencontre cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako des députés RPM élus et le bureau politique national du dit parti. La rencontre vise à échanger avec les nouveaux élus sur les fonctions et attributs du député. Reportage Abdul Karim Kaba. Présenter les nouveaux parlementaires du RPM au bureau politique national du parti, expliquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale aux députés fraîchement élus, c'est le double objectif que s'était assigné la famille du parti dont est issu le président de la République.
En se réunissant ce vendredi, parmi les sujets à l'ordre du jour, l'aperçu sur les techniques de la répartition des postes à l'Assemblée nationale, la constitution de la Haute Cour de justice, la constitution de groupes parlementaires. La rencontre a tout son sens. Une occasion pour les députés eux-mêmes de faire connaissance, parce qu'ils viennent de tout le Mali. Donc c'est important qu'ils fassent connaissance entre eux-mêmes et avec la direction du parti. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Leur dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on attend d'eux, quelles sont les principales missions de ces députés-là. Surtout que c'est un groupe qui est du même parti. Donc c'est important qu'on se rencontre. Ça crée une atmosphère de confiance et ça nous permet de leur dire que la direction du parti est à leur disposition. Les différents points expliqués lors de la rencontre ont sans doute été bénéfiques pour les élus. Il est important pour nous de savoir au moins comment ça se passe pour une première fois, avoir une idée générale du fonctionnement, les modalités des procédures à suivre au niveau de l'Assemblée nationale. Après cette rencontre, ce sont les députés bien édifiés sur leur rôle qui vont prendre le chemin de l'Assemblée nationale pour accomplir leur mission. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle aux utilisateurs des laissez-passer CENI délivrés à l'occasion des élections, de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2013 que ces laissez-passer ne sont plus valables depuis le 31 décembre 2013, date de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Parlons agriculture. 177 000 tonnes de coton-graines sont attendues pour la campagne 2013-2014 au niveau de la filiale sud de la CMDT dans la région de Sikasso. Le président directeur général de la structure s'est rendu sur plusieurs marchés de coton et installations industrielles de la filiale. C'était dans le but de sensibiliser les producteurs sur la récolte et le contrôle de qualité de l'or blanc. Envoyé spéciaux Abdoul Salam Bambara, Agali Adagissa. Après le secteur de Bougouni, ce sont les producteurs de coton des localités de Sidjo, Lerasso et Douana Ouna qui ont reçu la visite du président directeur général de la CMDT à la tête d'une forte délégation. Sur les différents marchés de coton, les membres de la délégation ont pu constater les dispositifs mis en place pour le contrôle de la qualité du coton. Une occasion opportune pour informer les paysans sur les enjeux de la production du coton de qualité. Il faut que les producteurs sachent que aujourd'hui, on est ensemble. Personne n'a intérêt qu'il n'y ait pas de bonne qualité. La culture du coton accroît également la production agricole et contribue du coup à la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'intérêt de la culture du coton, on ne peut pas tout citer. D'abord, après le coton, tu peux amener le maïs. Les 56% du céréales sont dans la zone cotonnière. Ça veut dire que le coton amène l'autosuffisance dans le pays même. Les 6 usines et 2 garages dont dispose la filiale ont été visités par la délégation. Ces installations permettent d'assurer l'égrainage des 177 000 tonnes de coton-graines attendues pour la campagne 2013-2014. Nous avons déjà entré 94 000 tonnes de coton. Donc on attend la fin du mois de mai pour faire le bilan. Mais les estimations quand même donnent à peu près 99,50%. En termes d'achat, on est un peu à l'avance par rapport à la campagne écoulée, parce qu'aujourd'hui, on a 61 000 tonnes de coton-grain acheté pour une valeur de 15 milliards. La filiale couvre plus de 58 000 km² pour plus de 60 000 exploitations réparties entre les cercles de Sikasso, Bougouni, Kadjoulou, Yanfolila et Kolengeba. 75 millions de francs CFA, c'est le montant d'un projet initié par Indamali dans la commune de Tombouctou, basé sur le Cash for Work. Plus de 400 personnes ont bénéficié d'un emploi pendant une semaine, compte rendu à Damadjimde. Des chaussées bien propres. Les rues de Tombouctou commencent à donner une belle image. L'initiative est de Indamali en collaboration avec la direction régionale de l'assainissement et celle de l'emploi. Près de 400 personnes y sont mobilisées à travers le Cash for Work. Avec la mairie, nous avons identifié les travaux d'assainissement parce que c'est ce que le maire nous a fait savoir. Il dit qu'aujourd'hui, sa priorité, c'est l'assainissement de la ville de Tombouctou. Donc nous, à notre tour maintenant, nous avons, avec la mairie toujours, identifié les travailleurs
qui consiste à prendre les déplacés et aussi les quelques familles vulnérables restées sur place. Et ce projet, on appelle le Cash for Work, c'est travail contre argent. L'enveloppe de ce projet s'élève jusqu'à 75 millions de francs CFA. Ce projet rentre dans la deuxième phase du projet que ENDA a initié à l'intention de retour des déplacés. Donc les déplacés, une fois arrivés sur place aujourd'hui, on nous demande d'initier des travaux dans lesquels ils peuvent être rémunérés en fait. L'opération exécutée avec la mairie de Tombouctou a permis aux déplacés volontaires de retour de pouvoir subvenir à leurs besoins. La région de Caille vient d'abriter la 6e session du comité technique du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud. Les membres du comité technique ont passé en revue les activités réalisées par le projet, fait le point d'exécution des recommandations de la 5e session Caille Jafar Aïdara. La tenue de cette session intervient à un moment où le pays retrouve sa stabilité après les crises sécuritaires et institutionnelles qui ont entraîné en 2012 la suspension de la coopération technique et financière des partenaires traditionnels dont la BAD. C'est ainsi que l'année 2013 a été une année de grande réalisation avec des résultats satisfaisants. Ainsi, 24 noyaux de zébus morts et 12 noyaux de taurins ndama ont été attribués par le PADEPA KS à 36 élevages bénéficiaires. Le projet a également appuyé financièrement 22 unités de production de poussins, 41 unités de finition Wassaché, 125 coques améliorateurs. La mini-laiterie de Kita a été transférée aux bénéficiaires. Les travaux de construction des bureaux, des services déconcentrés de l'élevage et les infrastructures collectives de l'élevage qui ont démarré au premier semestre 2013 pour un délai d'exécution de 8 mois. Connaissent un taux d'exécution de 15% à Kita et Baflabé, 70% à Caille et 80% à Kénéba. Les résultats atteints par le projet à ce jour nous donnent beaucoup d'espoir. Ils sont à l'actif de tous les acteurs ici présents, dont l'accompagnement n'a jamais manqué. Aussi, face aux efforts en cours et aux défis à relever, je voudrais réitérer l'attachement des autorités de la région, car je demeure convaincu de l'accompagnement efficace et sans faille de tous les responsables administratifs et politiques. Le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire, à l'allègement de la pauvreté par l'augmentation de façon durable des productions animales et des revenus des agro-éleveurs. En deuxième région, le conseil régional a procédé à l'inauguration d'un pont à Mena dans la commune rurale de Tinzana. La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce au financement de la République de Chypre à travers la coopération technique belge à hauteur d'environ 58 millions de francs CFA. Seydou Traoré. C'est dans une laisse populaire et sous un soleil de plomb que les communautés de Tinzana dans la commune rurale de Mena ont vu inaugurer leur ouvrage de franchissement financé par la République de Chypre à travers la coopération technique belge. Un ouvrage qui facilite désormais la libre circulation des biens et services et valorise l'intercommunalité entre la région de Koulikro et celle de Sikasso. Cet outil de désenclavement réalisé à hauteur de plus de 57 millions est parti de la volonté manifeste du Conseil régional de Koulikro à rendre plus fluides les échanges commerciaux et soulager les braves populations. Cet ouvrage de franchissement va consister à n'en pas douter le cordon ombilical entre l'arrondissement de Kiyan, cercle de Sikasso et la région de Koulikro à travers la commune rurale de Nglondougou dans le cercle de Djoïla. Ce pont de Tinzana est l'un des 3 ouvrages de franchissement réalisés dans le cercle de Djoïla par le Conseil régional de Koulikro. Une occasion donc pour les forces vives de la commune de Mena, à une centaine de kilomètres de Djoïla, d'exprimer leur reconnaissance. Grâce à cet ouvrage, le problème de traversée du cours d'eau est résolu et il ne reste que l'entretien des laquis qui bien sûr sera assuré par les bénéficiaires. En deuxième région, l'appui de la coopération technique belge dans la construction de ces ponts s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation des ouvrages de franchissement dans la région de Koulikro, preuve car un projet dont la deuxième phase a été financée à hauteur de plus de 286 388 000 francs CFA.
Amadou Koulibaly a été reconduit à la tête du syndicat national de l'éducation de base. C'était à l'occasion du 5e congrès statutaire du mouvement tenu ici à Bamako. Pendant 2 jours, les participants ont examiné et adopté les rapports d'activité et financiers du mandat écoulé. Compte rendu Moussa Fani. Au terme de 2 jours de travaux, les congressistes du syndicat national de l'éducation de base SNEB ont mis en place un nouveau bureau de 33 membres. Amadou Koulibaly, reconduit à la tête du bureau, place son second mandat sous les signes de la continuité des activités. Nous plaçons ce second mandat d'abord à la formation de nos militants et aussi la sensibilisation. Nous venons de finir avec les élections législatives. Donc le syndicat national de l'éducation de base va reprendre ses activités dans la légalité. On n'a jamais cessé de le répéter. Nous ne sommes pas contre la décentralisation, mais nous avons dit que l'enseignement ne doit pas être décentralisé. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a invité les syndicalistes à plus de cohésion et d'esprit de bon syndicalisme. Je puis vous assurer au nom de Madame le ministre et au nom du gouvernement de la République du Mali que l'État ne faillira pas à son devoir de recherche au quotidien du mieux-être vraiment du personnel enseignant en général. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité, surtout lorsqu'on sait que le devoir vraiment du personnel enseignant est primordial dans le développement d'un pays. Le 5e congrès du syndicat national de l'éducation de base a formulé de nombreuses recommandations, parmi lesquelles l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique de l'État, la nécessité d'organisation des sessions de formation continue pour les enseignants, la prise en charge des salaires des enseignants par l'État et l'État seul. Un recueil de près de 600 hadiths traduits en bambara est désormais disponible. L'initiative est du Haut Conseil islamique du Mali à travers l'ONG Fondation Yeredon de Ségou. Ce geste vise une meilleure compréhension de l'islam par la maîtrise des recommandations du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Compte rendu Nouhoum Sissoko. C'est un document de 254 pages contenant près de 600 hadiths traduits en langue nationale bamana qui viennent d'être mis à la disposition des musulmans du Mali. Le livre est intitulé Hadissa ou Kafole ou recueil de hadiths. Les 2000 exemplaires doivent permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre la pratique de l'islam. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la lutte contre le terrorisme, où l'amalgame entre ce qui est religion et ce qui ne l'est pas fait aujourd'hui débat. En tant que responsables musulmans, nous devrons prendre ce volet en charge pour vulgariser la religion dans nos langues, faire comprendre aux gens ce que c'est la religion. Et personne d'autre ne viendra vraiment nous enseigner la religion. Les hadiths traités sont relatifs au bon comportement du croyant. Donc on ne peut pas en aucun cas être musulman et ne pas connaître des hadiths. Parce que même pour prier, c'est les hadiths. Pour jeûner, c'est les hadiths. Pour aller à la Mecque, tout ce qu'on fait, ça passe par les hadiths. Donc connaître les hadiths nous est une obligation, mais le connaître dans notre langue est vraiment à la limite se connaître et connaître Dieu. Pour le ministre, cette initiative doit être soutenue. La vulgarisation des œuvres religieuses par leur traduction dans nos langues est une chance terrible. Mais ce qu'il faudrait en plus, c'est que les populations pour lesquelles ces œuvres traduites sont destinées, pour qu'elles se l'approprient, ont besoin d'être alphabétisées. Et donc, voilà, ça nous interpelle. Il est à signaler qu'un autre livre, Tombouctou, première capitale de la culture islamique d'Afrique, a été présenté au public par le docteur Hamidou Magassa. L'association Colomba Mali organise du 16 au 18 janvier la 7e édition du Festival international au féminin Les Voix de Bamako. Cette année, le thème est paix et réconciliation au Mali. En prélude à l'événement, les organisateurs ont tenu un point de presse. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Pour cette 7e édition du Festival international au féminin Les Voix de Bamako, plusieurs artistes internationaux et nationaux sont attendus comme Cheikh Siak, Nahawa Doumbia, Bassi Koukouate et Tirangé Sidimé de la Guinée-Conakry. Le festival vise à contribuer à rehausser la tradition, la culture, bref, l'art malien. Le Festival international au féminin Les Voix de Bamako, c'est un festival dédié à la femme malienne et à la femme tout court du monde. Moi, Fantani, ma façon de participer à la construction de mon pays que j'aime bien, c'est en organisant ce festival
C'est en faisant ce que je peux, ce que je connais, ce qui est ma profession. C'est l'art et la culture là. Donc c'est à travers ce festival que je demande à tous les Maliens de sortir, de se donner la main, précisément toutes les femmes, pour venir fêter ensemble dans la paix et dans la réconciliation. Placée sous le signe de la paix et de la réconciliation au Mali, l'édition de cette année connaîtra une innovation. Il s'agit d'un concours qui mettra aux prises les aides ménagères. Les aides ménagères avec lesquelles nous travaillons à travers Apafé Mousso Dambé de Madame Urbain depuis plus de 7 ans. Donc cette année, l'innovation, il va y avoir un concours entre les aides ménagères. Ce concours-là, la première de ces concours va être parrainée par Magie, par la Fondation Orange, et son mariage va être fêté dans son village et elle va avoir son trousseau de mariage. Durant ces 3 jours de festival, sur les berges du fleuve Niger, il y aura des concerts, des débats et des ateliers. Entre autres thèmes qui seront traités au cours des échanges, les femmes et les sida, les violences faites aux femmes. Autre grand titre de ce journal, la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations donne son coup d'envoi demain à Cap Town avec le match Afrique du Sud-Mozambique. Le Mali effectue son entrée dans la compétition à 19h contre le Nigeria. À la veille de cette rencontre, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les joueurs et leur encadrement afin de les encourager à faire bon tournoi. Envoyé spéciaux à Cap Town, Isaac Tienou, Marakou Maïga. C'est la ville touristique de Cape Town qui accueille la poule du Mali. Le Mali qui aura comme adversaire l'Afrique du Sud, pays organisateur, le Nigeria et le Mozambique. Le Mali qui a pris ses quartiers dans l'hôtel Suner Sound Cape Town démarre ce samedi contre le Nigeria à 21h heure locale, soit 19h heure de Bamako. À la veille de cette rencontre, l'ambiance est bonne enfant au sein de la tour. Très bien qu'une personne à l'infirmerie, je sais qu'ils en ont conscience. Et on continue toujours à les travailler sur le plan mental car c'est un des défauts des joueurs maliens. L'objectif du Mali dans cette compétition est de marcher sur la plus haute marche du podium. Nous avons mis toutes les chances de notre... Le programme de préparation de l'équipe que l'entraîneur a élaboré a été exécuté à 100%. Les jeunes joueurs sont vraiment pleins d'enthousiasme parce qu'ils veulent vraiment remporter cette coupe et rentrer dans l'histoire. C'est le message que le capitaine nous a transmis. Donc nous leur faisons confiance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a conduit la délégation malienne à cette compétition, a tenu à livrer le message du gouvernement. Le peuple fonde beaucoup d'espoir. Ça ne doit pas être trop lourd à porter parce que je sais que c'est une victoire qui est également à votre portée. Si on vous demandait l'impossible, en vous disant on y tient, ça peut faire peur. Mais quand on vous demande quelque chose qui est à votre portée, vous devez au contraire vous en réjouir et vous dire mais ce qu'on me demande là, il n'y a rien d'impossible et je peux le faire. Et comme on dit à cœur vaillant, rien n'est possible. Le message du gouvernement est que nous sommes avec vous, nous vous suivons de très près. Le capitaine des Aigles, au nom de ses camarades, a rassuré que le dévouement, la détermination et l'envie de gagner ne fera pas défaut. Mali-Nigeria, c'est à 21h heure locale, soit 19h heure de Bamako, au Cap Town Stadium. Voilà, bonne chance à l'équipe malienne et de trouver tous ces matchs sur la télévision nationale. Et puis vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de l'entretien que la directrice générale du FMI a eu avec le Conseil économique, social et culturel. C'était hier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Au nom de l'ensemble de la rédaction, demain 13h, retrouvez Mohamed Touré pour d'autres informations. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.